monde est en forme? On verra ça tantôt. D'abord, je veux remercier plein de gens. Cette publication, on l'a dit, Lisa a travaillé très fort. C'est une des raisons pourquoi elle est venue au Lab École. Elle se préoccupait de la sécurité autour de ce périmètre qui est de 1,6 km, où on doit aujourd'hui se l'approprier. La Ville a des grandes responsabilités. Ici, on voit que la Ville a joué son travail, un travail exemplaire. C'est sûr que notre rêve, c'est que tout le monde puisse jouer un rôle comme celui-là, pour que nos enfants et aussi rassurer les parents qu'aller à l'école, c'est agréable. On découvre, on socialise et on garde la forme. Donc, on a des problèmes avec la santé des jeunes. Une des bonnes façons, c'est de bien les programmer dès le départ. Et quand on a la chance de demeurer à l'intérieur du périmètre d'1,6 km, c'est une chance de créer un citoyen actif pour la vie. Un jeune qui, plus tard, va probablement peut-être, comme Nora nous expliquait, un chercheur d'espoir. Donc, notre jeunesse, c'est la suite de nous. Hein? Merci nos enseignants dans les écoles qui ont toujours été derrière nous, d'ailleurs, toujours été derrière moi. Ça a commencé d'abord dans ma région, où je faisais le défi Pierre Lavoie à l'époque, où j'amassais des fonds pour l'acidose lactique, la maladie de mes enfants. Et rapidement, j'avais fait un programme avec les écoles primaires de mon coin. On appelait ça le devoir actif, où les jeunes, quand ils bougeaient au moins 15 minutes d'activité à tous les jours pendant tout le mois de mai, pouvaient remporter une des bourses de 1 000 que je remettais. J'en remettais 7. Et ce qui a créé par la suite les Cubes Énergie, finalement, le grand défi. Vous voyez, ça a débuté chez nous par une situation extrêmement négative où on perdait nos enfants d'une maladie rare, orpheline. Rapidement, j'avais réalisé que les maladies orphelines, ils sont orphelins du système de santé qui, lui, est organisé et préoccupé à essayer de guérir des maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Présentement, on met 64 milliards en santé. Bien entendu, cette année, dans le budget du gouvernement, l'éducation va y goûter encore une fois. On devra couper pour arriver. Et ce sera le ministère, selon moi, le plus important qu'on ne devrait pas couper. Mais la santé tire très fort. Elle demande de plus en plus de fonds parce qu'on ne fait pas de prévention. Donc, cette prévention débute à l'école. On crée des citoyens. C'était ma vision à l'époque. Créons des générations qui, plus tard, une fois adultes, auront des comportements responsables et pourront rentrer 7 à 8 ans plus tard dans le système de santé comme les Scandinaves. Et parce que le Québec a réussi ce défi d'augmenter l'espérance de vie. Hein. On vient d'atteindre le même niveau que les Scandinaves. Hein. Au Québec, maintenant, la femme vit à 84,9, 85 ans cette année moyen. L'homme frôle les 82 ans. Ça, on l'a réussi. On a le même niveau. On a maintenant la même espérance de vie que les pays scandinaves, qui nous inspire en passant, qui nous a inspiré à construire nos écoles d'ailleurs. Mais où bas blesse, c'est que les Québécois, les Scandinaves, entrent dans leur système de santé 7 à 8 ans plus tard que nous, les Québécois. Donc, nous, on est la société dans le monde où les gens passent le plus de temps dans le système de santé. Les Québécois tombent malades entre 12 à 15 ans avant de mourir. C'est trop long. Le système n'est plus capable de supporter ça. Et c'est un problème de prévention. Si on s'en occupé de notre body, on serait rentré plus tard. Et le système pourrait être pérennisé. Comment reformater la société? On avait pensé à l'époque à ces fameux cubes. Est-ce que les enseignants allaient lever la main pour accepter de passer une nouvelle valeur dans nos écoles qui étaient les saines habitudes de vie? C'était oui. C'est un succès monstre, les Cubes Énergie en passant. Vous avez fait les cubes, mais tous les enfants du Québec en ont fait. Même les jeunes Américains en font maintenant, les jeunes Français, les autres Canadiens. Mais ça a commencé au Québec pour changer une dynamique. Pour qu'un jour, ces maladies qu'on dit orphelines, il y en a 850 au Québec, parce qu'eux n'ont pas le choix, ils naissent avec la maladie, puissent bien se faire servir. Donc, c'est pour ça que le défi Pierre Lavoie a tourné vers les saines habitudes de vie. On continue à financer les maladies orphelines. Comme vous voyez, Noah passe un bon message. On a financé à date 250 projets de recherche au Québec sur les maladies orphelines avec ma fondation. On a remis à date 37 millions dans les écoles primaires en achat d'équipements qui fait bouger nos jeunes. Et on a surtout lancé des programmes inclusifs où tu sois le meilleur coureur de ton école. Après 15 minutes de course à pied, tu as créé un cube, mais que tu sois le pire coureur de ton école. Après 15 minutes de course à pied, tu as aussi produit un cube. Donc, créer des programmes qui incluent les jeunes, où on évolue dans un monde non toxique, où il n'y a pas de mesure d'évaluation et de comparaison. On bouge, c'est pour maintenir notre corps en santé.
et on doit le faire toute notre vie. Donc, on a des gros défis à relever. On se dit le meilleur endroit pour corriger une société, c'est dans l'éducation. Ça a commencé par les programmes et par la suite, c'était les écoles. Je me disais, je les visitais, les écoles, on les visite encore. Je savais qu'elle allait arriver à la fin de leur vie, après 60 ans, qu'un jour, on devrait les rénover ou les reconstruire. Mais il fallait surtout pas se tromper. C'est de voir les meilleurs modèles possibles. Puis la force de ces écoles, ça allait être la consultation. Consulter le milieu. Impliquer la municipalité. Impliquer les parents, les citoyens, les enfants, les enseignants, pour faire que l'école leur appartienne, que ce soit le milieu de vie qu'on souhaitait. Et on avait fait des publications. Les premières sur l'architecture, les autres sur le mobilier, ensuite sur des concours d'architecture. Donc, on a essayé de faire sur l'alimentation. Mais il restait ce fameux périmètre de 1,6 km que moi, j'étais responsable d'ailleurs dans mon quartier. Quand j'étais à Chicoutimi, je leur conduis ma fille à pied à l'école Sainte-Bernadette qui était à 150 mètres. Donc, j'étais trotibus, c'est moi qui amenais les enfants. Ce moment était précieux. Je les voyais socialiser, poser des questions, voir que la nature change, que les feuilles tombent. Tu découvres plein de choses avec les jeunes. Ils ont plein de questions à poser. Donc, des adultes responsables qui sécurisaient cette partie-là, où il y avait un genre de zone grise. Cette zone où on quitte la maison, puis on se dirige vers l'école. Puis Lisa me le disait très bien cette semaine. Pour les enfants, ça commence l'école dès qu'ils quittent la maison. Le parcours scolaire, il fait partie de l'école. Cette zone grise où l'école n'est pas responsable, parce que ce n'est pas dans sa cour, où ceux qui sont transportés en autobus scolaire, ben là, c'est la sécurité publique, le ministère des Transports qui s'en occupe. Et là, on tombe dans une zone du 1,6 où on se tourne vers la ville, qui souvent n'est pas en lien avec son centre de service scolaire. On comprend mal pourquoi on doit refaire les trottoirs, on doit tout changer. On voit les coûts. Et on a des freins. On a des interrogations. Donc, ce bout-là était difficile, je pense. Donc, ici, il était très bien réussi. À Saguenay, il était un petit peu plus difficile, chez nous. C'est pas partout pareil. Fait qu'imaginez quand tu n'as pas le brand à l'école, d'amener cette coopération, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu as le brand à l'école, puis que tu as encore de la difficulté à le faire, tu te rends compte qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'on voit encore des accidents fatals, des incidents. Puis, c'est notre futur dans la société là, qu'on perd. Donc, cette opportunité, moi, je la vois depuis longtemps. Lisa y a cru, elle a défendu. Cette publication va servir aux parents, à tous ceux qui auront à maintenant concevoir des parcours sécuritaires, de façon originale. Puis quand on posait la question aux enfants, pour leur demander à l'époque, je me rappelle, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Puis ils nous répondaient être dehors. C'est ce que je disais à Pierre Thibault. Pourquoi on construit des belles écoles quand ce que les enfants aiment le plus, c'est être dehors? Donc, concevons et investissons à l'extérieur. Au Québec, une classe, là, ça coûte 1 million par classe, une école. Est-ce qu'on pourrait mettre dans la cour d'école le prix d'une classe? Au moins, dans la cour? 1 million. Parce qu'ils vont 2 fois, 3 fois par jour. Ils passent beaucoup de temps. Puis quand ils nous disent que c'est leur endroit préféré, bien, on se dit maintenant, il faut penser les choses autrement. Donc, le leadership, cette conférence, je vais vous dire que j'ai un parcours de vie atypique, les gens le savent. Moi, je suis né dans un milieu défavorisé. Ma mère a osé divorcer de mon père dans les années 70, début 70. Et ça arrivait très rarement. Parce que les femmes qui osaient divorcer à l'époque, il n'y avait pas de pension alimentaire. Là. Donc, on allait tous rester dans le même quartier. D'ailleurs, c'est ce que je voyais dans mon quartier. Là. Il y avait à peu près une centaine de portes. C'était les mères monoparentales avec 4, 5, 6, des fois 7. Les petits boulets étaient 7 garçons. Nous, on était 4 sur l'aide sociale. Donc, on habite dans un HLM. Je rêve de jouer au hockey. J'ai 11 ans. Je vais avoir 12 ans. Le Canadien gagne des Coupes Stanley. On est en 1976. Tu veux jouer au hockey. Mais tu te rends compte que ta mère n'a pas les moyens de t'acheter un équipement. Elle n'a pas les moyens de t'inscrire dans un club et on n'a pas d'auto. Il faut déplacer la poche de hockey. C'est pour ça que le hockey, c'est un sport d'exclusion. C'est réservé à ceux qui ont les moyens. C'est pas pour tous les jeunes. Donc, j'évoluerai dans mon quartier et finalement, je ferai mon école et je sortirai avec mon diplôme de mécanique diesel, donc pour réparer des camions, en 1981. C'était la pire récession que le Québec a connue.
après le référendum de 80. Il n'y a pas de travail. Sur 32 élèves, aucun va travailler dans son métier. Je retournerai à l'école, suivre un cours en mécanique automobile, et là, je me placerai à temps partiel. Sur les 32 de ma cohorte, je suis le seul qui a travaillé en mécanique automobile. Donc, sur 64 finissants, un seul travaillera dans son métier. C'était ça notre époque. Et qui m'avait éduqué, c'était le filet social du Québec. Ce système qu'on a mis en place, autant en santé qu'en éducation, ou même si tu habites dans un HLM, tu peux devenir président d'une compagnie ou médecin. C'est ça, le Québec, en passant. Donc, c'est le Québec qui a payé mon éducation. Si j'aurais été aux États-Unis, dans un système où tu t'organises si tu es pauvre, je serais devenu un leader négatif. Mais vu que j'étais au Québec, je suis devenu un leader positif. C'est à ça que ça sert nos filets sociaux au Québec. Ils sont en danger présentement. Puis j'aimerais que les Québécois amènent leur contribution pour les sauver. Autant au niveau de leur santé et autant au niveau de l'éducation. Parce que ce qui fait que notre société est différente, c'est dû à l'éducation. Et présentement, on est en train de corriger les problèmes qu'on voit dans la société par l'éducation. Donc, il faut préparer le futur. Donc, moi, ma vie, finalement, par la suite, j'aurai une vie très ordinaire, mécanicien, mais il n'y a pas de travail. Encore. Je suis à temps partiel. Donc, j'irai chercher ma classe 1 pour conduire des vannes, et ensuite, je donnerai des cours de conduite pendant 10 ans. J'apprendrai à conduire aux gens. Et par la suite, j'irai même chercher mes classes de pompiers, pour être pompier volontaire. Donc, à tous ces métiers, j'allais devenir un peu avec beaucoup d'outils dans mon coffre à outils. À ce moment-là, je suis sédentaire, je ne fais pas de sport. Je n'en ai pas fait quand j'étais jeune, donc je n'avais pas la fibre sportive. J'ai ma littératie physique, là, ce que vous apprenez à l'école, sauter, grimper, culbuter, tous ces mouvements globaux que vous apprenez, c'est la base de tous les sports. Donc, moi, je ne l'avais pas, cette base-là. Je n'avais pas fait de sport. Donc, à 21 ans, je commence à bouger parce que ma blonde est active. Et c'est là que je m'intéressais à ce genre de course un peu folle, les Ironman. Et finalement, je vais performer dans ces sports. J'irai au championnat du monde à Hawaï à 10 reprises. Je fais 35 Ironman dans ma carrière. J'aurai une carrière de triathlète professionnel qui aura duré 7 ans. Je deviendrai une personnalité sportive. Mais le drame arrivera avec nos enfants, où notre deuxième enfant, Laurie, sera atteint d'une maladie génétique. Ou moi, quand ça se passe, je ne connais rien de cette maladie-là. On dit que c'est une maladie mortelle, qu'elle va mourir dans les 2 prochaines années, et c'est presque inévitable. Donc, tu aimerais agir, mais tu es seulement un mécanicien, opérateur dans une usine de pâte et papier, et quelqu'un qui fait du vélo. Donc, je ne suis pas utile, je me sens carrément désarmé. Quand Laurie va décéder à 4 ans, sa maladie, je considère que j'étais passif. Je me sentais incapable de faire quelque chose pour elle. Je n'étais pas médecin, ni généticien, ni un homme d'affaires. Mais quand Raphaël, notre fils, notre troisième enfant, naîtra également avec la maladie, et là, à ce moment-là, il devait naître en santé, mais à sa naissance, on a réalisé qu'il y avait eu un problème et qu'il était aussi atteint de la même maladie que sa sœur. Ça, j'appelle ça l'instinct de survie. C'est cet instinct de survie où le père qui veut sauver son fils, qui sait qu'à ce moment-là, ça va se passer pour de vrai, puisque là, à Laurie, on se faisait des rêves, mais à Raphaël, on savait que c'était vrai. Donc, on appelle ça une course contre la montre. Je suis passé en instinct de survie. Je me suis tourné vers mon coffre à outils et j'avais réalisé que je n'étais pas médecin, ni généticien, ni un homme d'affaires, mais j'avais un outil extraordinaire qui me servait à gagner les médailles puis nourrir mon ego. C'était mon vélo, qui allait me servir maintenant à aider mon fils à le sauver. Donc, le défi à la voie est né ce jour-là, le 3 septembre 1999, et l'action a commencé là. Donc, tous les cubes énergie que vous avez faits, toutes les courses du Grand Défi que vous ferez un jour, tous ces médecins qui prescrivent au Québec, ces 120 marches qui auront eu bientôt, c'est parti de ce jour-là, d'un père qui, au départ, n'a aucune compétence, mais qui veut changer la dynamique d'une situation qu'il trouve inacceptable. Donc, les parents, vous avez tous le pouvoir d'influencer une ville, vous avez tous le pouvoir d'influencer une école, il faut s'impliquer, il faut y aller,
Aujourd'hui, cette petite présentation que je vais passer rapidement parce que j'ai dit beaucoup de bouts, là, c'est la preuve que tout est possible dans la vie. Puis le leadership qu'on doit adopter, il y a différents modèles de leadership. L'ancien modèle qu'on a connu beaucoup, c'est le directif. Hein. C'est moi qui décide, je suis le patron, vous tournez à droite, vous n'avez pas le choix. Ça, on appelle ça des modèles directifs. Ou celui qui va chercher l'engagement des gens autour de nous, parce qu'une personne engagée, ça en vaut 10 qui ne sont pas. C'est plutôt le leadership authentique et humain. Donc, on est vrai, on est humain, on a une cause, on la défend, puis on est impliqué. À ce moment-là, tu n'as pas les compétences, mais tu conduis le navire, tu es le capitaine, puis tu regardes ceux qui rament pour toi, tu tournes, tu vois les médecins qui rament avec toi, tu vois les enseignants qui sont dans ta chaloupe également, qui rament très fort pour faire avancer la cause, tu vois les parents qui sont d'accord, qui rament. Finalement, tout ce qu'il y a à faire, c'est partir et montrer la direction et motiver les gens. Il faut toujours fonctionner comme ça. On ne peut pas être tous les métiers, mais il y en a un qui fait toute la différence. C'est, oui, le leadership, mais une des valeurs que je considère très importantes, la persévérance. Là, je vais changer les diapos. Je vais juste aller rapidement, parce que je n'ai pas trop de prendre de temps. Puis après, j'aimerais ça qu'on se pose des questions. Bon, le leadership authentique et humain, ça veut dire quoi? Bien, on a beaucoup travaillé sur le savoir faire les choses. Hein? Aujourd'hui, on considère que le savoir-être qui fait toute la différence. Donc, ici, dans cette école, dans cette publication, si on veut réussir ce défi de faire participer une communauté à faire marcher tous les enfants, l'approche devrait être dans cet état d'esprit. Les leaders que vous nommerez, ces parents qui vont aller représenter d'autres parents ou ces citoyens qui iront à la ville, devront avoir une approche très humaine et authentique, avec de l'argumentaire, bien entendu, là, pour être capable de convaincre bien des gens parfois. Donc, on ne devient pas leader, en passant, je vais vous dire, les jeunes, les enfants, c'est qu'on le devient. Comment on devient un leader? On le devient en faisant des choses que les autres ne veulent pas faire, en allant dans les chemins que les autres ne veulent pas prendre, en décidant de s'impliquer dans les endroits où les gens trouvent que c'est trop long, trop compliqué, trop difficile. Donc, le leadership se développe dans l'action. Toutes les choses que vous allez entreprendre, toutes les choses que vous acceptez de faire, que ce soit professionnellement, personnellement ou sportivement, à chaque fois que vous allez la confronter, vous ne réussirez pas toujours, mais à chaque fois, vous allez grandir. Si vous faites ça toute votre vie, un jour, vous finirez par atteindre le sommet, puis on se posera la question, mais comment cette personne-là a pu atteindre le sommet d'une organisation? Et là, on regardera votre vie, là, ça sera une série d'inconforts. Donc, le leadership se développe dans l'action. Et les gens vont vous nommer leader. Ils vont vous regarder aller, ils vont vous dire, OK, c'est notre leader. On va prendre un exemple, le maire de la municipalité. Bon. On ne se dit pas leader. C'est les gens qui nous nomment leader. Et ils peuvent vous enlever ce titre en un claquement de doigts. Okay? Mais vous allez à ce moment-là acquérir la chose que les gens recherchent le plus au monde. Vous allez acquérir du pouvoir. Du pouvoir d'influence. Parce que quand on est leader, il y a beaucoup de gens qui nous supportent. On a un pouvoir d'influence. Vous aurez l'influence sur les gens, sur les événements, sur les changements. Ça, je vous dis, là, tout le monde recherche ce fameux pouvoir d'influence. Okay? Mais donc, vous allez connaître du succès. Et le succès, c'est un grand défaut. Souvent, ça monte à la tête. Là, pour les adultes, ça nourrit votre ego. Et là, votre ego peut devenir surdimensionné si ce n'est pas bien contrôlé. Et là, vous allez vivre l'inverse d'un leadership authentique et humain. Vous allez vivre un power trip. Je vous ai le côté anglais, là. Power trip, là, on est dans le directif. Je suis le patron, c'est moi qui décide. Là, on est dans l'antithèse de authentique et humain. On est dans du power trip. Un leader authentique et humain, regardez bien comment est-ce qu'il agit. Un leader authentique et humain, il ne donne pas d'ordre. Il fait quoi? Il va plutôt proposer, suggérer. Ensuite, il n'impose pas sa vision. Il va faire quoi? Il va argumenter et convaincre. Je m'arrête ici, là. C'est très bien que c'est comme ça que ça se passe. Sérieux. Parce que sans ça, là, on va le mettre dehors aux prochaines élections. Heureusement, en démocratie, aux 4 ans, on peut les changer. Ils ne sont pas bons. Et le dernier point, le plus important, c'est qu'il doit partager son pouvoir aux gens autour de lui. Si un leader a la sagesse de partager son pouvoir autour de lui, des gens autour de lui, pour les rendre meilleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le remercier? Ils vont le garder comme chef.
Donc, il pourra passer de 5 personnes en partageant son pouvoir à 5 000 personnes, à 50 000 personnes. Tandis que les gens qui gardent l'information, je suis indispensable, sans moi, ils ne peuvent pas réussir, ne partagent pas leur pouvoir, donc l'organisation ne peut pas croître. Le secret, c'est de partager le pouvoir aux gens autour de toi. Donc, partager le pouvoir. Une petite anecdote. Là, on va dans l'histoire. C'est important, l'histoire. Maintenant, pour les enfants. Là, ici, nous sommes à la Première Guerre mondiale. 14-18. On est en guerre contre l'Allemagne. Okay? Dès le début de la guerre, les Allemands vont se camper, rentrent en France, dans le nord-est de la France, et se campent sur la crête de Vimy. C'est une longue crête de 5 km de long, 100 mètres de haut. Ils sont bien installés là. Les Français ne sont pas contents. Parce que là, c'est une crête stratégique pour le passage vers la France et les océans. Donc, ils vont essayer de les déloger. Ils vont tous se faire fusiller. Pas le fun, hein? Mais ils vont attendre une autre année. L'année d'après, les Français vont faire une deuxième tentative. Les Allemands vont tous les fusiller. Là, les Britanniques, qui faisaient partie aussi de la coalition, vont aller à la crête de Vimy pour déloger les Allemands. Ils vont tous se faire fusiller. 150 000 morts dans le pied de la crête. Ça fait 3 ans que les Allemands sont là, sont indélogeables. Et ils ont dit, OK, les Canadiens, c'est votre tour. Là, nous, on était de l'autre côté de l'océan. Il fallait traverser l'océan pour aller à la crête de Vimy. Donc, les généraux ont utilisé une stratégie différente des Français et des Britanniques. Ils ont décidé d'entraîner chaque soldat pendant 2 mois sur sa mission. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Le jour qu'on lance l'assaut, voici ce que tu auras à faire. Okay? Le jour qu'on va lancer l'assaut, attendez pas d'ordre, vous n'aurez pas. Vous êtes autonome. On vous entraîne, on vous fait confiance. Allez-y. Donc, ce matin-là, le 19 avril, à 5h15, les Canadiens lançaient l'assaut. Et à 16h l'après-midi, on reprenait la crête de Vimy. Le système différent, c'était quoi? C'était le système hiérarchique. Tu ne bouges pas tant que je ne te l'ai pas dit, c'est moi qui décide. Et quand la guerre commençait, l'artillerie se mettait à tirer. Il y avait tellement de bruit que les ordres passaient mal. Et tout le monde se faisait fusiller. Et on se va vous rendre sourd, mais autonome. Donc, c'est à partir de là que le Canada s'est fait une réputation internationale. Partager, pouvoir aux gens autour de nous. Et à ce moment-là, la confiance s'installe. Et qu'est-ce qui se produit quand on a la confiance de quelqu'un au-dessus de nous? On est nourri. Vous savez, moi, je suis un 5. Dans la société, il y a des 4, des 3, puis il y a des 2. Un 5, c'est quelqu'un qui, dans une chaloupe, rame très, 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 très fort. Donc, vous qui êtes capitaine de votre navire, vous voulez m'avoir dans votre chaloupe pour faire avancer le navire. Hein? Donc, moi, ce 5, je vais vous dire d'où ça part, le 5. Les 4 et les 3. Quand j'étais mécanicien, j'ai commencé à travailler dans un garage. Mon gérant de service, mon supérieur, André Grenier, je vais le nommer, il avait vu en moi un 5. Quelqu'un qui peut grandir si on l'arrose bien. Hein? Donc, souvent, il arrivait à côté de moi, il disait, mon Pierre, Yolin n'est pas là aujourd'hui. Yolin, il fait des mises au point. C'est un peu compliqué, là, changer les bougies, tout ça. Là. Puis moi, je sortais de l'école. Je n'étais pas compétent pour faire ça. Je faisais juste changer des pneus ou des chambres en d'huile. Okay? Si Pierre, j'aimerais ça que tu me fasses une mise au point sur l'auto d'un client. Bien, André, je ne peux pas faire ça. Là. Je ne suis pas capable. Mais je ne l'ai jamais fait. Pierre, c'est pas grave. Essaye-toi, là. Pas mal sûr que tu vas réussir. Le pire qui va arriver, c'est que tu ne réussiras pas. Mes clients, ils ne payent pas pareil. Que tu réussisses ou pas, je ne le fais pas payer. Je veux que tu te pratiques. Fait qu'il m'a bâti comme ça. OK, Pierre, j'aurais une timing chain à changer. Là, il me donnait des défis comme ça. Oh, ouais, vas-y, assieds-toi. Le client ne paye pas pareil. Donc, André, tout ce qu'il me disait, j'ai confiance en toi, puis tu as droit à l'erreur. Vous, qu'est-ce que ça donne, ça, comme power? Ou c'est une attitude, trompe-toi pas. Parce que c'est une attitude différente. Tu es dans un milieu toxique et stressant, tandis que l'autre, j'ai un patron qui te fait confiance, puis il te permet l'erreur. Tu te trompes tout le temps, c'est autre chose, là. Donc, la confiance, c'est bien important. D'un supérieur qui vous fait confiance. Et à ce moment-là, il arrosait cette fleur. Puis rapidement, à 23 ans, j'ai obtenu ma classe B. J'ai failli avoir ma classe A mécanique. Absolument, on a ça vers 35-40 ans, une classe A, là, ou B. Moi, je l'ai eu très tôt dans ma carrière. J'ai tout sauté les étapes. Je suis passé d'apprenti mécanicien à classe B. Pas parce que j'étais brillant, c'est parce que j'étais dynamique, j'étais fonceur, j'étais curieux, je voulais apprendre, puis je ne comptais pas mes heures. J'étais un 5. C'est ça, un 5. Un 5, ce n'est pas les compétences.
Un 5, c'est des attitudes. Une aptitude. Une attitude. Comment tu te comportes devant les épreuves, des défis. Donc, ça m'a toujours dicté dans ma vie. J'ai pas toutes les compétences, mais on avance. On a encore un petit peu de temps? OK. Donc, moi, je suis né en Saint-Jean, petit village de 1000 habitants. Petit village qui, si vous venez faire un tour dans mon village, vous faites une crevaison, vous allez être surpris de voir 6 personnes s'arrêter pour vous aider. L'entraide. Ça fait partie de mes valeurs. J'ai été élevé là-dedans. C'est pour ça qu'on veut toujours aider. Ça, ma blonde a dit, Pierre, tu n'es pas encore impliqué? Oui, je suis encore impliqué. On va aider. Ça s'appelle un projet à Ottawa. C'est bien trop. C'était 650. Oui, je sais, mais là, ils ont besoin. Puis c'est ça. C'est notre ADN. Donc, ces valeurs humaines, on les prend très tôt. Donc, l'école, c'est pour ça qu'elle est tellement importante, le milieu, l'attitude, le milieu toxique, non toxique, agréable, inclusif. Et à la 5e vitesse, juste pour vous dire qu'à 21 ans, quand j'ai décidé de faire du triathlon, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais un 5. Donc, un 5, tu le mets dans n'importe quel environnement. Même s'il part de 0, il va avancer. Tu le mets en génétique, il va faire avancer la cause. Tu le mets dans les saines habitudes de vie, il va le faire avancer. Il commence à faire du sport, il atteindra les sommets. Donc, je l'invite à regarder la petite vidéo. Ce genre de course m'a appris une valeur qui me sert dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est la persévérance. Donc, la persévérance, c'est quoi? Ça veut dire ne jamais abandonner. Point. Quand on est un marathon de 42 km, je dis souvent aux gens, quand on est incapable de courir, bien, on marche. Puis quand on est incapable de marcher, bien, on peut ramper. Parce que même en rampant 42 km, si vous ne l'abandonnez pas, vous finirez par traverser la ligne. Moi, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le temps que ça prend, c'est plutôt traverser la ligne. Donc, dans le grand défi, il n'y a pas de chronomètre avec les cubes, il n'y a pas de chronomètre à nos courses, il n'y a pas de chronomètre à la boucle, il n'y a pas de chronomètre aux 1000 km. On dit aux gens, il y a une épreuve à réaliser, tu dois te préparer, prends ton temps, l'important, c'est de traverser la ligne. C'est beaucoup ce genre de sport qui m'a aidé à développer tout ce qu'on a fait avec le grand défi. Donc, nos enfants, j'en parlais tout à l'heure, je vais aller rapidement. Donc, notre premier fils, Bruno Pierre, qui aujourd'hui a 33 ans, fait du triathlon, joueur de hockey, joueur de soccer, a fait tous les sports. Laurie, ici à gauche, qui est décédé à 4 ans. Raphaël, qui est décédé à 2 ans, d'acidose lactique. Donc, même après le premier défi Pierre Lavoie, Raphaël est décédé. Puis, je voudrais vous dire qu'au début, les cubes énergie, les gens comprenaient mal, ne comprenaient pas. Même j'ai entendu des termes maudits cubes à l'occasion. Oui, c'est sûr que ça me touchait parce que les cubes, c'est l'héritage de Laurie et Raphaël. Il était né grâce à nos enfants. C'était eux qui m'avaient donné l'idée. Et à chaque fois que vous bougiez, vous faisiez un cube, bien pour moi, c'était l'héritage de Laurie et Raphaël, qui était venu changer la dynamique de notre famille, puis partir d'une situation extrêmement négative, puis créer un grand mouvement social. C'est saines habitudes de vie. Aujourd'hui, quand je regarde une école comme ici, quand je regarde nos publications, c'est la preuve qu'on peut transformer quelque chose d'extrêmement négatif, même en mouvements sociaux. Par la suite, notre récompense est arrivée un peu plus tard, après le décès de Raphaël. On a fait des défis Pierre Lavoie, on a amassé des fonds, on a financé la recherche, on a découvert le gène qui causait la maladie. Et par la suite, on a pu avoir un 4e enfant, Joliane, qui est né grâce à la découverte du gène. Donc, la boucle est terminée. On a bouclé la boucle. Notre enfant, maintenant, est en santé, notre 4e enfant, et grâce à la recherche. Aujourd'hui, vu qu'on a réussi, ben, je me suis donné d'avoir d'aider les autres maladies orphelines au Québec. Il y en a 850. C'est pour ça qu'on finance. Ça, c'est un peu dans l'ombre du grand défi, mais 250 projets de recherche sur les saines habitudes de vie. Je n'irai jamais mes valeurs de départ. Je serai toujours là pour supporter. Donc, le défi Pierre Lavoie, c'était le début de cette grande aventure.
Attendez un petit peu. Je pense que j'ai terminé. Là, maintenant, vous savez, il y a des marches. Donc, vous invite tous à marcher au mois d'octobre, les 120 marches du Québec. Puis, j'ai une petite vidéo à la fin qui se termine là-dessus. Ah, non. Bon, on va laisser faire la vidéo. Vous voyez que les valeurs. Les valeurs des leaders, c'est laquelle? Allons-y. Ils recherchent les défis. Donc, les jeunes, là, c'est pas vous aussi. On les recherche. On les attend pas. On les recherche. C'est comme ça que vous allez devenir un leader. Les leaders. Puis on projette, pour les plus vieux, ça c'est un avenir engagé. On mobilise nos collaborateurs pour s'assurer que ce qu'on rêve, ce qu'on souhaite, que tout le monde tire dans le même sens. On va être un exemple. On ne peut pas demander aux autres ce que nous, on n'est pas prêts à faire. Puis on respecte l'humain au plus haut point. Cette valeur qui est le respect, puis je vous la partage à vous, les enfants. J'ai développé une théorie. Je l'ai développée il y a à peu près, je dirais, au moins 20 ans, 25 ans. On allait courir. Je courais le long de la baie, sur le bord du fjord du Saguenay. Puis je voyais tout ce support que les gens me supportaient pour la maladie de nos enfants. J'avais vu une population de 274 000 habitants se soulever en une journée, en 24 heures, où on avait ramassé un quart de million. Puis c'était déjà inouï chez nous, ce qui se passait, avant que ça devienne provincial. Puis je me disais, tous ces gens qui viennent, mais ils viennent de partout, de tous les milieux, des enseignants, des médecins. Puis dès le départ, c'était collectif. Puis c'est là que j'ai développé une théorie. Bon, j'aimerais ça vous la partager. On appelle ça la bulle du respect. Donc, chaque humain, on vit dans une bulle. Imaginez-vous dans une bulle avec des portes tout le tour. Chaque porte de votre bulle, c'est une personne que vous connaissez, que vous côtoyez. Vos amis à l'école, vos parents, les gens, les brigadiers, vos enseignants, OK? Chaque porte, c'est une personne. Quand vous lui dites un beau bonjour le matin, en rentrant à l'école, un bonjour sincère, hein? La personne l'entend et elle se sent respectée. On dit que la porte reste ouverte. Donc, quand vous communiquez, elle vous entend. Mais si les gens autour de vous ne vous intéressent pas, puis la seule personne qui vous intéresse à la planète, c'est vous. Bien, les gens le ressentent. Et là, les portes se ferment une à une, tout doucement. Et finalement, un jour, vous vous ramassez avec toutes les portes fermées. Mais la vie, elle est faite d'épreuves et de défis. Et quand vous serez confronté et que vous allez crier à l'aide, bien, il n'y a plus personne qui vous entend. Par contre, dans votre petit quotidien, vous avez respecté tous les gens autour de vous, peu importe leurs statuts sociaux, vous serez surpris du nombre de personnes qui vous ont entendu, qui sont en train de se déplacer pour venir vous aider à relever le défi qui est devant vous ou vous aider à traverser l'épreuve que vous vivez. Donc, la valeur prédominante, ou quand on a des grandes ambitions dans la vie, quand on nous donne un titre de leader, c'est de respecter les gens. Des fois, on peut jouer un petit peu de coude, mais on le fait toujours dans le respect le plus sincère. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réaliser des grandes choses. Au début, je chantais que c'était le temps de partir un mouvement comme celui-là. Personne n'osait poser des gestes. Je me disais, OK, ceux qui sont convaincus, si on se met ensemble, on va partir un mouvement. Vous savez, c'est comme à vélo. Quand on part à vélo, on est seul contre le vent. C'est difficile. Mais quand ça ajoute des coéquipiers où on va se partager le vent, ça va donner beaucoup plus facile. Mais ça, c'est un travail qui va prendre du temps. Quand je regarde les gens qui sont derrière moi, maintenant, je vois une armée. Là. Je vois avec moi 1000 cyclistes qui pédalent le 1000 km, 5000 boucleurs, 5000 élèves au secondaire qui sont la première cohorte de jeunes qui vont venir vraiment influencer notre société. Et je vois derrière eux 425 000 enfants qui, accompagnés de leurs parents et grands-parents, sont en train d'apprendre une valeur assez importante pour le Québec de demain. Mais j'ajouterais derrière tous ces gens 8600 médecins de famille qui ont commencé à prescrire l'activité physique à leurs patients. Je rêvais d'une armée d'ambassadeurs qui allaient finalement, tous et chacun, poser des gestes dans leur milieu pour changer notre société, puis on a réussi à le créer, puis on en est très fiers. Ce mouvement qui a grandi, finalement, c'est comme un peloton. Et à chaque fois qu'il s'ajoute un groupe, ben il fait juste amplifier la vitesse du changement. Ça aura pris beaucoup d'efforts, beaucoup de coups de pédale, beaucoup de conviction, mais beaucoup d'ambassadeurs également.
Merci à tout le monde. Vous avez des questions, je vais y répondre. Mais pour les enfants, il y a aussi les adultes qui sont autour des jeunes. Le défi qu'on a actuellement de société, c'est que vous soyez actifs pour la vie. Ça, c'est pas garanti. On a beaucoup de données qui nous confirment que le chemin ne sera pas évident pour vous. Mais par contre, on sait qu'est-ce qui aide à être actif au quotidien. L'environnement, je comprends, avoir tout ce qu'il faut autour de nous, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, l'élément principal de la motivation, une personne à être motivée à faire quelque chose au quotidien, il y en a des centaines, mais la principale, puis c'est des études qui nous le confirment, la première, là, ce sera toujours et toujours le plaisir. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis le deuxième élément, le plus puissant pour la motivation à répéter quelque chose au quotidien, c'est les amis. Avoir du plaisir avec ses amis. Quand vous aurez ces deux conditions-là réunies, peu importe les conditions à l'extérieur, vous aurez le goût d'y aller pareil parce que vos amis, ils vont aussi. Donc, une fois qu'on joue sur ces deux éléments, qui n'est pas le podium, qui n'est pas la médaille, qui n'est pas la bannière, qui est plutôt avoir du plaisir avec ses amis, et ce sera comme ça toute notre vie, même une fois adulte, même une fois qu'on est devenu âgé. Donc, ces éléments, maintenant, vont être la base de tout développement autour de la santé des jeunes, s'assurer qu'ils soient actifs pour la vie. Il y a beaucoup de biais dans notre société. Je rêve du moment où on arrêtera, un temps d'arrêt, où on mettra en place un vrai modèle québécois en activité physique. Et bien entendu, ça commence d'abord et avant tout, si on a la chance de demeurer dans ce 1,6 km. C'est ça qu'on y tenait tellement à cette publication. Soyez des écoles modèles, soyez des villes modèles, donnons le ton aux autres qui ne le font pas pour dire que c'est possible. J'étais la semaine passée au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Ils sont prêts, ils ont la main levée. Tout le monde est prêt à collaborer. Donc, le terrain est fertile pour faire grandir nos enfants dans un environnement beaucoup plus sécuritaire et de se déplacer de façon active pour être des citoyens de demain, les citoyens qui ne seront pas un fardeau dans le système de la société. Donc, merci au Lab, merci Dominique, merci à toute l'équipe. Ce travail achève pour nous. Il reste une année. On a beaucoup brassé, on a beaucoup joué du coude. C'est un mandat gouvernemental, mais on ne s'est pas gêné de tirer sur le gouvernement quand ça ne faisait pas notre affaire. On était des esprits libres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on dénonçait, c'était pour votre intérêt à vous. On n'a jamais mis notre intérêt en premier. On l'a toujours fait pour les enfants. Puis, je veux vous rappeler qu'à chaque cube que vous faites, vous le faites en mémoire des miens. Aujourd'hui, les nôtres, c'est réglé, sont plus grands, mais les prochains qui arrivent, c'est comme les nôtres. Ils sont toujours là pour défendre les enfants parce que c'est notre société de demain. Merci.